Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Moreau, je suis directrice d'études à la Pure. Donc je vous remercie à tous d'être présents pour ce 6e web café intitulé Équipements et services publics, quels enseignements de la crise? Alors nous avons préparé cette conférence à partir de 2 publications récentes qui sont en ligne sur notre site, qui sont d'une part le Paris Projet Équipement Service Public 2030, qui a été publié en mars dernier, et donc qui apporte un panorama assez global de l'offre en équipement et en service public dans le Grand Paris et son évolution. Ça, c'était le premier document sur lequel on s'est appuyé. Et puis une note plus récente intitulée Équipements et services publics en temps de crise, qui a été publiée en juillet dernier, qui propose une première analyse des réponses apportées pendant la crise sanitaire et qui montre comment les équipements et les services publics se sont adaptés pour répondre à l'urgence. Alors, je voulais dire un mot d'abord pour présenter l'équipe qui a contribué à ces travaux. Donc avec au niveau de l'équipe études, Corentin Hortet et Martin Wolf qui sont avec moi aujourd'hui, qui interviendront juste après moi. Jeanne Richon qui est connectée aussi, je crois, donc qui pourra intervenir tout à l'heure. Avec pour les cartographies et les traitements statistiques, la participation de Marcelin Boudot, Morad Calois et Tristan Laitier. Et puis, pour le Paris Projet, nous avons également pu bénéficier des contributions de personnalités extérieures, de professionnels, de contributeurs, de chercheurs. Et il me semble que quelques-uns des contributeurs sont présents. Donc, j'espère qu'ils seront disponibles pour réagir à la fin de la présentation. Ces réflexions que nous vous présentons aujourd'hui se sont engagées en réponse à des éléments de contexte qui évoluent rapidement et qui, il nous semble, réinterrogent vraiment fortement l'offre en équipement et en service public et son évolution. Alors, c'est d'abord, bien sûr, l'évolution et enfin, les enjeux écologiques qui imposent de revoir très fortement ces pratiques, avec des villes qui sont en première ligne sur ces sujets, avec une question qui se pose par rapport à cela, qui est de savoir comment accroître l'offre, notamment en équipement, la rééquilibrer, tout en réduisant les consommations et les émissions. Un deuxième enjeu qui nous semble important, qui correspond à l'évolution des pratiques, des attentes des usagers, avec des attentes plus fortes en termes de confort, de flexibilité, d'adaptation aux besoins personnels individuels, d'extension des horaires aussi, par exemple, qui s'accompagnent ces évolutions en termes d'attente de l'implication aussi d'acteurs nouveaux, du secteur privé, du secteur associatif, de simples citoyens aussi, qui apportent des réponses et qui donnent lieu finalement à un jeu d'acteurs beaucoup plus complexe et diversifié, avec des rôles qui sont finalement moins serrés et beaucoup plus imbriqués. Un autre enjeu qui réinterroge l'offre en service public et en équipement, c'est bien sûr celui du numérique, qui offre des possibilités de déploiement qui sont quasi sans limite et qui en même temps posent des questions d'accès et de fractures qui subsistent pour certains publics. Donc, c'est encore un facteur levier, un facteur de mutation des services extrêmement important et dont on a vu quels pouvaient être les effets, notamment dans la période récente. Et donc, pour finir, un élément de contexte qui n'est pas nouveau, mais qui prend une acuité nouvelle dans la situation actuelle, qui est cette succession de crises et le besoin de s'y préparer, de renforcer la résilience des territoires par rapport à ces risques. Donc, il nous semble que les retours d'expérience de cette période, à tous les niveaux, seront vraiment très importants pour pouvoir mieux répondre encore à l'avenir. Et c'est d'ailleurs en ce sens que nous avons travaillé dans le cadre de la note la plus récente pour essayer de consolider les premières analyses que l'on pouvait avoir de cette période de crise, de la réponse des adaptations des équipements et des services à l'aune de cette crise sanitaire. La question de l'évolution de l'offre en service et en équipement se pose au regard de l'évolution des besoins, donc des publics auxquels elle s'adresse. Et donc, ce que l'on peut dire d'un point de vue quantitatif, c'est qu'à l'échelle du Grand Paris,
la métropole devrait être marquée par une augmentation de sa population relativement importante, donc traduisant des besoins encore plus marqués. Donc, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est que selon des travaux de projection de population que nous avons réalisés avec l'INSEE, et donc à moins que cela ne soit complètement bouleversé par la crise, mais ça ne sera probablement pas le cas. Donc cette hausse devrait être de 350 000 habitants supplémentaires à l'échelle du Grand Paris à l'horizon 2030, ce qui correspond à peu près à une ville comme la ville de Nantes, pour donner un ordre d'idée. Donc des besoins qui sont croissants et qui s'exprimeront également inégalement sur le territoire et de manière plus marquée là où les besoins sont aujourd'hui déjà les plus importants. On a des évolutions donc quantitatives, mais aussi en termes de profil, avec l'évolution la plus importante qui concerne le vieillissement de la population, avec, pour donner un ordre de grandeur, donc c'est le graphique que vous voyez à l'écran, une augmentation du nombre des personnes âgées, notamment du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus, qui devrait doubler d'ici 2050, donc en passant de 450 000 à 900 000 personnes, et s'accompagner évidemment de besoins spécifiques. Un autre point qui est celui de la grande exclusion, donc avec l'apparition de nouvelles formes de précarité, des profils plus divers, plus de personnes, plus de femmes, plus d'enfants, des personnes issues de parcours migratoires, et qui posent aujourd'hui pas mal de questions en termes de prise en charge et en termes aussi d'adéquation des réponses existantes par rapport à ces nouveaux besoins. Et donc la question qui se pose aujourd'hui est celle de savoir quel sera l'impact de la crise Covid par rapport à toutes ces évolutions et par rapport à ces perspectives. Ce que l'on peut dire d'ores et déjà, c'est que, et c'est un point qui nous paraît important par rapport à notre réflexion donc, sur l'évolution des équipements et des services publics, c'est que la crise économique et sociale, qui n'en est qu'à ses débuts, aura comme effet des besoins associés en termes de services publics qui seront de plus en plus importants dans les prochains mois. Un élément de contexte qui nous paraissait important de représenter ce midi est cet état de l'offre dans le Grand Paris, donc de l'offre en équipement par rapport à d'autres grandes villes françaises, en l'occurrence Bordeaux et Lyon, qui sont présentés sur ces deux graphiques. Donc ces deux graphiques qui représentent l'offre d'équipements, donc sportifs, culturels, équipements sociaux, équipements scolaires, équipements médicaux, par rapport à la superficie de ces métropoles, donc c'est le graphique de gauche, et par rapport au nombre d'habitants de ces trois grandes villes, donc c'est le graphique de droite. Donc ce que l'on peut facilement constater à la lecture de ces deux graphiques, c'est que ce qui caractérise le Grand Paris, c'est d'une part une offre en équipement extrêmement dense, très maillée sur le territoire, donc c'est le graphique de gauche, beaucoup plus maillée que d'autres métropoles, ce qui offre des opportunités de mise en réseau, de partenariat, des lieux, des équipements très fortes. Et en même temps, si on la rapporte au nombre de présents, donc c'est le graphique de droite, on se rend compte que cette offre est beaucoup plus limitée, voire parfois peut-être montre un certain nombre de carences, sauf pour les équipements culturels, mais pour tous les autres, au regard de ce que l'on observe dans d'autres grandes villes. Par ailleurs, ce que l'on a pu montrer dans les études, c'est qu'on peut aborder cette offre sous l'angle de son accessibilité, que ce soit en termes physiques ou en termes d'ouverture réelle et d'amplitude horaire. Donc, il y a un sujet qui s'impose de plus en plus aujourd'hui, qui est celui de la ville de la proximité, dont on entend beaucoup parler, la ville du quart d'heure. Donc, une approche qui peut finalement apporter une nouvelle grille de lecture pour apprécier l'importance de l'offre et aussi son niveau d'accès. Donc, on a à la Pure engagé un travail de représentation du Grand Paris qui montre l'accessibilité aux services essentiels, aux équipements, au commerce, qui sont tous les éléments qui fondent finalement cette ville de la proximité, pour essayer d'identifier à la fois les carences et puis d'inciter à la prise en compte de ces besoins dans les projets à venir. Donc vous avez un exemple de cette représentation ici, donc représentée par la carte de gauche, qui montre l'accessibilité à pied aux centralités de la métropole, donc des centralités en termes d'équipement et de commerce,
avec une accessibilité à 5, 10 ou 15 minutes. Donc on voit qu'une grande majorité des habitants de la métropole, pour vous donner un chiffre, donc c'est les 3/4 des habitants, 75%, peuvent accéder en 5 minutes à pied à une centralité. Alors, cette accessibilité, oui, c'est la deuxième carte que je n'ai pas commentée, peut être aussi appréciée, par exemple, à l'aune des horaires et des jours d'ouverture des équipements. Là, cette carte représente les bureaux de poste avec les jours et les horaires d'ouverture. Et on voit que au niveau de la métropole, on a aussi des inégalités en termes d'accès qui sont importantes et qui soulignent l'importance finalement d'avoir de nouvelles mesures, nouveaux indicateurs qui permettent à la fois d'intégrer finalement des approches en termes de chronotomie, en termes de qualité pour apprécier l'offre et non pas s'en tenir qu'à une approche quantitative de l'offre rapportée à la population, par exemple. À partir de ces éléments de contexte, les questions que nous sommes posées dans le cadre de ces travaux et auxquelles donc nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse sont celles que vous voyez ici. Donc, d'une part, comment adapter l'offre aux nouvelles attentes et aux évolutions des publics. Comment augmenter les réponses, les équipements, les services, tout en limitant la production de mètres carrés nouveaux. Comment, d'autre part, réduire les très grandes inégalités d'offres et d'accès à l'échelle métropolitaine, donc qui sont fortes aujourd'hui. Et enfin, quelles adaptations de cette offre en temps de crise. Alors, pour cela, on s'est appuyé sur 2 sources d'informations principales. D'une part, des échanges avec l'ensemble des partenaires de la PUR, des entretiens, des retours d'expérience qui nous ont permis de faire remonter un certain nombre de projets qui étaient d'ores et déjà engagés. Et puis d'autre part, un appel à contribution auprès de chercheurs professionnels pour refaire remonter des exemples développés et des approfondissements faits dans d'autres cadres. Donc je vais passer la parole à Corentin qui va vous présenter des résultats issus du Paris Projet. Bonjour à tous. J'ai travaillé sur le Paris Projet équipement et services publics 2030, dont je vais vous présenter les grands axes de réflexion. Et ensuite, Martin parlera plus spécifiquement de leurs adaptations dans le contexte de la crise sanitaire. Donc, comme Émilie l'a évoqué, au travers des échanges et des entretiens réalisés, on a identifié un certain nombre de réponses. Et donc, c'est des réponses actuelles qui sont classées en 3 grands axes. Le premier axe, le plus important, consiste à optimiser l'existant, c'est-à-dire à partir de ce qui est déjà là, et à faire plus ou faire mieux sans forcément construire plus. Ensuite, même si l'approche principale consiste à réutiliser ce qui existe déjà, on a aussi identifié plusieurs axes sur les constructions nouvelles d'équipements, en se demandant comment rendre l'équipement de demain plus durable, plus polyvalent ou plus adaptable. Et enfin, au-delà des équipements, on s'est concentré sur la question des services. Il s'agit ici de partir du service rendu plutôt que de l'équipement, de se focaliser sur les besoins, sur les usages, et de voir comment le service peut se développer sans forcément de nouveaux équipements. Donc dans cette présentation, je vais prendre quelques exemples de ces approches. D'abord, amplifier l'utilisation de l'existant peut passer par plusieurs démarches. Une première approche très simple consiste simplement à ouvrir plus longtemps les équipements. Et pour ça, pour faciliter les extensions d'horaires sans demander plus au personnel des équipements, on peut par exemple mettre en place des créneaux autonomes. Les créneaux autonomes qui sont un outil qui permet donc à des associations de gérer directement, d'assurer directement la gestion de l'équipement, par exemple des clubs sportifs en soirée. Donc ça évite la présence de personnel de l'équipement même. Les équipements peuvent aussi accueillir de nouveaux usages, donc des usages pour lesquels ils ne sont pas forcément destinés en priorité. Donc ça peut être pendant des créneaux de la journée pendant lesquels ils sont inutilisés ou des périodes de l'année pendant lesquelles ils ne sont pas utilisés, avec par exemple les écoles ou les mairies, dont la plupart ferment avant 19h. En soirée, c'est déjà le cas dans de nombreuses écoles qui accueillent des cours de sport, des répétitions de danse, des associations, etc. Et puis, l'optimisation de l'existant peut aussi passer par l'utilisation temporaire d'espaces vacants, donc dans des projets d'urbanisme temporaire, des lieux qui sont notamment aujourd'hui utilisés pour développer une offre d'hébergement d'urgence pour lesquels il y a de forts besoins qui existent, mais qui permettent aussi de développer d'autres activités et de préfigurer des usages aussi. Donc on a par exemple l'exemple des 5 toits, donc qui est un projet d'urbanisme temporaire dans le 16e arrondissement de Paris, dans une ancienne caserne, qui pendant quelques années accueille un centre d'hébergement d'urgence, mais aussi de nombreux porteurs de projets, et puis des services de proximité divers aussi. Donc on a un jardin collectif, des ateliers partagés, une mise à disposition d'outils, des ateliers de réparation de vélos, etc. Des espaces extérieurs aussi qui sont ouverts au public, et de nombreux événements qui sont organisés régulièrement. Et donc on voit que les lieux d'occupation temporaire deviennent de nouveaux lieux collectifs et qui offrent des services de proximité.
Optimiser l'existant, c'est aussi réutiliser différemment ce qui existe déjà, et donc notamment en privilégiant les réhabilitations plutôt que les constructions neuves. Et une approche qui permet de comprendre l'intérêt des réhabilitations et des constructions plus vertueuses en termes environnementaux en général, et l'approche en termes de coût global. Le coût global, c'est un outil qui permet de considérer, de prendre en compte la totalité des coûts d'un projet, ainsi que ses coûts environnementaux et les coûts sur l'ensemble de son cycle de vie, plutôt que uniquement le coût des travaux. Et donc c'est une approche qui conduit à privilégier des réhabilitations qui ne sont pas forcément des opérations lourdes ou coûteuses. Et donc on a l'exemple ici de la piscine d'en face, qui est un équipement à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l'Essonne, qui est une ancienne piscine municipale qui, 10 ans après sa fermeture, a été reconvertie en tiers-lieu, donc dans une approche de sobriété, avec, comme on peut voir, un aménagement intérieur qui rappelle l'ancienne fonction de la piscine, à laquelle les habitants ont un fort attachement. Il y a aussi l'espace public, donc il y a un espace qui investit de nouvelles pratiques, donc il est le support de nombreuses pratiques sportives libres, comme le jogging, donc qu'on a vu se développer énormément ces derniers mois dans le contexte de la crise sanitaire, avec notamment la fermeture des salles de sport, et donc qui est voué à se développer encore plus avec l'espace public qui devient une sorte d'énorme équipement sportif, et puis qui permet aussi d'autres usages, donc des usages par exemple plus ludiques, avec les rues aux enfants, donc qui sont des aménagements avec des rues qui sont fermées à la circulation et où des animations sont proposées. Toujours dans l'idée d'augmenter l'accessibilité à ce qui existe déjà, il y a aussi plusieurs échelles à considérer. Donc on a d'une part, Émilie en a déjà parlé, l'ultra-proximité, la métropole du quart d'heure. Et puis à l'inverse, on a une connexion plus grande à l'offre via les transports en commun. Donc on a par exemple le projet du réseau du Grand Paris Express qui va renforcer l'accès à une offre d'équipement public. Donc si on prend l'exemple des lieux culturels, c'est 250 lieux culturels qui seront à moins de 10 minutes à pied d'une future gare du Grand Paris Express. Donc on voit que c'est une collection qui amplifie l'offre, qui permet des mises en réseau aussi, et notamment des mises en réseau au-delà des limites administratives. Et pour rendre compte de l'intérêt de dépasser les limites administratives, on a fait un petit exercice. On a pris un équipement de proximité très répandu, donc qui sont les bibliothèques, c'est la carte que vous pouvez voir, et on a regardé quels sont les quartiers dans lesquels les habitants résident plus près d'une bibliothèque d'une autre commune que de la leur. Et donc on voit que pour environ 14% des habitants de la métropole, la bibliothèque la plus proche est située dans une autre commune. Et donc ça fait environ 950 000 personnes qui auraient intérêt à pouvoir accéder à un équipement d'une autre commune avec la même facilité que si c'était un équipement de leur propre ville. C'est des approches qui permettent de renforcer, de faciliter la vie de la proximité. Et par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le sud du 15e arrondissement de Paris, dans un quartier qui est situé au-delà du périphérique. C'est le quartier à la population très modeste, le quartier des frères voisins, qui est en fait situé beaucoup plus près des équipements de Issy-les-Moulineaux que des équipements parisiens. Et grâce à un partenariat du coup entre les villes de Issy-les-Moulineaux et de Paris, les habitants peuvent maintenant utiliser les équipements au même tarif que s'ils étaient habitants d'Issy-les-Moulineaux. Mettre en réseau, ça permet aussi d'autres choses. Ça permet aussi, par exemple, de mettre en œuvre des projets d'envergure. C'est le cas dans le territoire Est Ensemble. L'établissement public territorial a mis en réseau les publics de son territoire, les piscines, pardon, et a pu, grâce à ça, organiser des événements comme l'Open international de natation artistique, grâce à cette mise en réseau. Une autre approche qui permet d'augmenter l'offre ou d'améliorer l'offre sans forcément construire de nouveaux équipements, c'est l'aller vers. L'aller vers, c'est une démarche qui consiste à proposer une offre plus adaptée aux besoins pour favoriser l'accès aux services et notamment pour les publics les plus précaires. Donc, dans les lieux de services publics, il s'agit par exemple de travailler à la qualité de l'accueil, de repenser les parcours usagers, et ça peut passer par exemple par des guichets uniques et polyvalents. Mais en allant plus loin, il s'agit aussi de voir les équipements comme des lieux ressources d'un quartier. Donc l'équipement n'est pas seulement un endroit de démarche, un endroit d'efficacité, mais aussi un lieu de partage, un lieu de ressources. Et c'est par exemple le cas des bibliothèques ou plus encore des tiers-lieux, où on a de nombreux services, de nombreuses activités qui se développent, qui en font des lieux collectifs et de véritables équipements de proximité, qui est aussi une des manières d'approcher la vie de la proximité, en identifiant et en s'appuyant sur ces ressources. Le numérique peut aussi être une manière d'apporter les services au plus près des citoyens dans cette approche d'aller vers, avec toujours une nécessaire articulation entre numérique et physique. Et on a par exemple la CAF de Paris qui développe une expérimentation qui s'appelle les promeneurs du net, qui consiste à prolonger leur action, enfin l'action du travail des professionnels de l'accompagnement de la jeunesse sur les réseaux sociaux. Donc ce sont par exemple des animateurs jeunesse qui vont compléter leur action physique par une présence sur les réseaux sociaux, quelques heures par semaine, en complémentarité. Donc l'idée, encore une fois, est d'adapter l'offre de services au public qui est visé. Enfin, construire de nouveaux équipements,
c'est moins le sujet qu'on a décidé d'aborder ici. Mais quand on en construit, il s'agit aussi de construire des équipements durables, résilients, d'utiliser des approches comme le réemploi, qui consiste à faire du neuf avec de l'ancien, et qui sont des approches qui sont développées aujourd'hui dans de nombreux exemples de projets récents. Il s'agit aussi de construire des équipements qui peuvent s'adapter, qui peuvent évoluer, afin de lutter contre l'obsolescence des équipements, donc en ayant la possibilité de modifier les espaces au sein des équipements pour s'adapter aux évolutions des besoins, et en pensant à ces possibilités dès la construction pour faciliter cette évolution. Il y a de nombreux équipements auxquels on peut penser, pour lesquels il est intéressant de laisser des possibilités d'évolution dans les espaces. On peut penser aux équipements scolaires, avec les salles de classe qui pourraient s'adapter à différentes pédagogies, mais aussi par exemple aux hôpitaux, dont les bâtiments eux-mêmes pourraient s'adapter en temps de crise. Et sur ces évolutions et ces adaptations, le droit existant permet déjà de faire beaucoup de choses, mais il y a aussi des innovations juridiques qui permettent d'aller encore plus loin. Et c'est par exemple le cas du permis à double état créé pour le village olympique des JO de 2024. Donc il y a un permis de construire qui prévoit sa réversibilité. Donc il inclut la notion de seconde utilisation dès la construction même du village olympique. Et donc c'est un village qui, après une première utilisation pendant quelques semaines pour héberger les habitants, les bâtiments seront transformés pour devenir de véritables quartiers de ville, avec donc logements, bureaux et équipements. Donc voilà, c'était un aperçu des réponses présentées dans le Paris Projet. Et Martin va maintenant vous montrer comment ces approches peuvent être mobilisées dans le cadre de la crise sanitaire. Bonjour à toutes et tous, donc, je suis Martin Wolf, j'ai effectivement travaillé sur la note équipement et services publics en temps de crise. Nous avons en effet souhaité réinterroger l'ensemble des réflexions qui vous ont été présentées par Corentin, en se demandant en quoi elles pouvaient être utiles dans le cadre de gestion d'une crise, en particulier celle de la Covid-19, puisque finalement, là, on a eu affaire à une sorte de crash test d'une crise qui avait été très peu anticipée. Et donc, ce qu'on a voulu regarder, c'était à la fois quelles avaient été les adaptations qui avaient été mises en œuvre par les collectivités, par les gestionnaires des équipements, et quels pouvaient être les premiers enseignements qu'on pouvait en tirer à la fois pour préparer la deuxième vague dans laquelle on est effectivement aujourd'hui, et aussi pour préparer d'autres crises d'autres natures. Alors, évidemment, il faut d'abord rappeler que cette crise, c'est d'abord une crise qui a concerné les services publics, une crise sanitaire, et qui a donc concerné l'État en raison de ses compétences dans le domaine de la santé. Alors, ça ne veut pas dire que les problématiques d'inégalité de répartition de l'offre d'équipement ne sont pas aussi présentes. On le voit sur cette carte avec les établissements de santé, et particulièrement les établissements Covid de première, deuxième et troisième ligne. Mais néanmoins, les collectivités, elles ont été présentes d'abord sur des sujets plus indirects, mais évidemment essentiels. D'abord, elles ont permis aux travailleurs essentiels de remplir leur mission, c'est-à-dire en faisant évidemment fonctionner les transports en commun, en accueillant les enfants dans les écoles alors que celles-ci étaient encore fermées. Elles ont réussi à protéger les travailleurs exposés, alors évidemment avec les distributions de masques qui ont été progressives, on va dire, mais où les collectivités ont été très présentes. L'autre enjeu, ça a été de préserver les chaînes logistiques, c'est-à-dire éviter les ruptures d'approvisionnement, à la fois évidemment dans le domaine de l'alimentation, on en a beaucoup parlé, mais également dans le domaine du matériel médical et des grands services urbains qui ont continué à fonctionner dans un environnement très contraint. L'autre enjeu, c'était de maintenir l'aide aux populations vulnérables qui étaient à la fois plus menacées en cette période et également dans des logiques de contrôle de l'épidémie. On a aussi vu que les initiatives citoyennes avaient été particulièrement nombreuses dans cette période et que les collectivités ont cherché à les accompagner. Ça a été le temps 1 de la crise. Ensuite, il y a eu un premier temps 2, après les 55 jours de confinement dont on se souvient tous ici. Ça a été la période de déconfinement avec la réouverture progressive des équipements qui avaient évidemment pour la plupart tous fermé. Le grand enjeu, ça a été celui de faire face à l'impératif de la distanciation physique. Donc, on a cherché à mobiliser les espaces disponibles. Ce qui a pu être fait dans l'urgence, ça a d'abord été des signalétiques. On l'a vu à Paris avec le travail de l'agence 5.5 et d'autres aménagements un peu plus rudimentaires, la réorganisation des espaces, la mobilisation des outils numériques avec des systèmes de réservation, des files d'attente virtuelles pour éviter les queues qu'on avait vues dans l'espace public et au sein de certains équipements. Ça, c'est vraiment ce qu'on a pu faire dans l'urgence en adaptation immédiate. Mais
on pense, nous, que ce qui a déjà été fait par certaines collectivités et qui peut être encore poussé plus loin, c'est vraiment la souplesse d'usage. Et cette souplesse d'usage, elle permet d'adapter la gestion des équipements à la nature des crises. Et ça, c'est vraiment issu à la fois des enseignements d'équipements et services publics 2030, le et Corentin, et de ce que font les collectivités. Et ces pistes, c'est d'abord, on en a déjà parlé, l'élargissement des plages horaires. Alors ça, il faut bien faire attention. Il faut prendre en compte, quand on dit ça, les contraintes des agents. Ça a une utilité importante, évidemment, puisqu'on peut augmenter les plages horaires le matin, le soir, dédier une équipe au matin, une autre au soir, et ainsi éviter à la fois l'encombrement dans les équipements, mais aussi dans les transports en commun. Mais néanmoins, en termes à la fois de coûts financiers, mais surtout humains, familiaux, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. La mise en réseau, là aussi, Corentin en a parlé, on peut l'amplifier, on peut réfléchir à d'autres systèmes où des agents pourraient être transférés entre équipements. Il faut voir évidemment la faisabilité juridique de la chose. Et là aussi, l'enjeu, c'est quelle est la bonne échelle? Est-ce qu'on est dans la ville de proximité? Est-ce qu'on est dans la solidarité métropolitaine? Il y a un grand enjeu là-dessus. La troisième piste, c'est l'utilisation des équipements qui ont été sous-occupés, voire inutilisés pour d'autres usages. Et alors ça a déjà été fait. On l'a vu par exemple à Montreuil, un gymnase qui a été reconverti pour l'accueil de jour des publics vulnérables, et aussi à Vincennes, où à travers les dispositifs 2S2C, il y a 200 enfants qui ne pouvaient être accueillis en cours parce qu'ils n'étaient pas dans les niveaux prioritaires, hein, qui étaient CP et CM2. Et ces enfants ont pu bénéficier d'activités périscolaires à la fois dans un gymnase, dans un conservatoire. Et ça, ce sont des dispositifs qui ont été, qui sont très intéressants pour d'autres collectivités. On sait que la ville de Paris réfléchit à pouvoir faire disposer de ces autres équipements les élèves qui ne peuvent pas assister au cours. La quatrième piste, c'est vraiment de bien connaître les besoins à travers les retours des usagers, des agents, des gestionnaires d'équipements. Et ça, finalement, ça veut dire intégrer la maîtrise d'usage à la gestion des équipements et tirer dès aujourd'hui les enseignements de la crise. Cette crise, elle réinterroge aussi, à la fois dans ses aspects les plus positifs et parfois avec quelques limites, ce qu'a dit Corentin sur la conception de l'équipement du futur. Évidemment, si on a affaire à un équipement modulable, on peut bien plus facilement faire face à une crise, en particulier à cette crise sanitaire. On cite ici l'exemple du collège qui est en train d'être construit à la Courneuve, rue Anatole France, où il y aura des cloisons amovibles dans les salles. Et ça, on se rend bien compte évidemment que dans le cadre du déconfinement et même aujourd'hui, ça aurait permis d'adapter les surfaces des salles de classe et de trouver l'espace disponible dont on a besoin pour s'adapter aux contraintes de la crise. L'équipement nomade, évidemment, il est extrêmement utile. Pourquoi? Parce qu'il peut rapidement être déployé et facilement. Imaginons dans le contexte d'une inondation, on peut aller à des endroits qui sont isolés, qui n'ont plus accès à l'offre d'équipement. Et il permet aussi d'aller vers les populations les plus fragilisées par la crise. Par exemple, dans le cadre de la crise de la Covid-19, l'exemple qu'on a tous en tête, ce sont les centres de tests itinérants qui ont pu être déployés dans les zones qui étaient à la fois les plus touchées du point de vue sanitaire et également où il y a le plus de populations vulnérables, par exemple à Clichy-sous-Bois. Et vraiment, l'équipement nomade, le meilleur exemple, quelque part, c'est pendant le confinement, alors que les déplacements étaient limités, voire interdits, peut-être le seront-ils à nouveau. Un équipement nomade permet d'aller vers des populations qui ne peuvent plus se déplacer, qui sont contraintes de ne plus se déplacer. Enfin, et j'en parle à titre d'interrogation, l'équipement polyvalent et mutualisé, évidemment, il a un grand intérêt, mais est-ce qu'il ne serait pas fragilisé en temps de crise à travers les espaces poreux, à travers la présence d'un guichet unique qui ferait reposer énormément de responsabilités sur un seul agent? Nous, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les collectivités jusqu'à présent de la métropole du Grand Paris, on a reçu des messages d'alerte là-dessus qui disaient « Attention, en temps de crise et surtout de crise sanitaire, c'est quelque chose qui est difficile à gérer. » Alors, cette crise, évidemment, elle a de nombreux aspects négatifs, mais elle a aussi suscité de nouvelles idées et créé de nouvelles solutions aussi du point de vue des techniciens. À l'atelier parisien d'urbanisme, nous avons engagé des travaux importants en partenariat avec nos partenaires et nous avons notamment pu exploiter de nouvelles données
pour évaluer le nombre de présents et la baisse de l'activité pendant le confinement. Alors évidemment, on a vu une baisse du nombre de résidents, une baisse de la consommation d'eau, une baisse encore plus importante des déchets collectés liés à la baisse de l'activité économique et de certains présents, notamment les touristes qui n'étaient plus là, les étudiants également. Et on a pu mettre en lumière une nouvelle géographie des présents et donc des besoins. Et alors cette carte que vous voyez ici, elle peut être utile d'abord pour une deuxième vague, pour savoir qui sera présent au moment d'une deuxième crise, d'un deuxième confinement, mais elle peut être utile au-delà. Et c'est ce qu'on voit ici, puisque les questions auxquelles cela nous permet de répondre, c'est finalement où sont les besoins, où sont les espaces disponibles et comment on peut affiner notre connaissance de ces enjeux. Là, on voit qu'en partenariat avec Hauts-de-Paris, nous avons pu descendre à une échelle très fine, hein, donc à l'échelle de l'IRIS du Carolince, pour voir l'évolution semaine par semaine de la consommation d'eau. Donc ça, évidemment, c'est très utile. Ça peut nous donner des informations importantes sur les taux d'usage, finalement, des équipements. Et en réponse à cela, comment ils doivent être redéployés, quelle doit être la mise en réseau, quelles plages horaires doivent être priorisées. Et ça nous permet d'optimiser ce qu'on disait tout à l'heure sur une ville plus résiliente, plus économe, d'optimiser le dégel et les espaces sous-occupés, mais également d'améliorer le service et d'augmenter le service pour l'ensemble des usagers. Enfin, cette crise, elle a aussi été très positive du point de vue du foisonnement des initiatives citoyennes. Au cours de la crise, on a vu qu'il y avait des initiatives à la fois pour les publics les plus vulnérables, par exemple l'association Aurore en partenariat avec la ville et la préfecture qui a organisé la distribution de jusqu'à 17 000 sachets repas, les collectifs, notamment Makers Covid, qui ont pu produire énormément de matériel médical dans des délais très courts en lien avec la PHP qui ont pu être validés rapidement, où on voit qu'il y a une très bonne articulation avec les pouvoirs publics de ce point de vue-là. Et de la même façon, les acteurs publics ont mis à disposition des espaces qui étaient nécessaires pour ces associations, par exemple le Carreau du Temple, pour des distributions à la fois alimentaires et de kits d'hygiène. Ce qu'on voit, c'est que au-delà de cette crise, il y a une nouvelle offre citoyenne de proximité, de petite échelle qui participe à cette ville de la proximité. Et elle est extrêmement intéressante et l'intérêt pour les pouvoirs publics, c'est de mobiliser ces ressources existantes locales qui sont extrêmement efficaces. L'enjeu, qui aujourd'hui est encore pas parfaitement atteint, c'est de les rendre plus visibles. Et alors là, les outils numériques peuvent permettre de mieux les connaître à travers des outils cartographiques notamment. Il y en a déjà qui sont en place, mais c'est quelque chose qui doit être amplifié. Et là, les acteurs publics ont un vrai rôle pour à la fois accompagner et amplifier ces initiatives citoyennes. On se place dans une vision un peu prospective, se poser la question, donc à l'horizon 10-20 ans, quelles priorités, quelles échelles, quelles approches, quels moyens? Alors, il nous semble que le premier enjeu, c'est d'abord celui, on l'a beaucoup dit, de renforcer l'offre avec des besoins importants, croissants, réduire les inégalités d'accès, tout en limitant au maximum les mètres carrés supplémentaires, les constructions nouvelles. Donc, pour ça, il nous semble que c'est la combinaison finalement de plusieurs approches, celles dont on a parlé, qui peuvent apporter, combiner donc ensemble des réponses. Un deuxième enjeu, c'est celui de l'échelle. Donc une échelle importante et qui donne lieu à beaucoup de réflexions aujourd'hui est celle de la proximité, de la très grande proximité. Donc comment penser l'offre à cette échelle, donc comment la renforcer, ce qui pose la question encore une fois de l'existant, des ressources locales, des acteurs en présence et de pouvoir s'appuyer sur ces ressources pour développer de nouveaux projets. Et donc une approche qui doit nécessairement s'articuler, se combiner avec finalement une entrée plus macro, avec d'autres échelles d'accessibilité dont on a aussi essayé de parler tout à l'heure, donc au travers de l'offre de transport sur les parcours de la gare à son domicile par exemple, et aussi dans une démarche de solidarité et d'équilibre entre les territoires. Un autre enjeu, c'est celui du partenariat, du jeu d'acteurs. Donc avec l'idée, ça vient d'être dit par Martin, de l'articulation, de pouvoir amplifier, accompagner notamment les initiatives citoyennes, de pouvoir aussi mobiliser les compétences du privé, les ressources,
tout en garantissant l'accès de tous aux ressources et aux services de proximité, aux équipements, avec une question autour du montage et des canaux de financement pour les réhabilitations qui vont donc s'amplifier ces besoins de réhabilitation et qui nécessitent de trouver des nouveaux canaux de financement. Et puis un dernier enjeu qui est celui de la crise, de ce temps 2 même de la crise, donc qui place les services publics vraiment dans une très grande tension aujourd'hui, notamment par rapport, face à la montée des précarités, donc des disparités qui s'accroissent et puis de nouveaux publics fragiles, puisqu'on est vraiment qu'au tout début de la crise économique et sociale. Avec la question de la mobilisation des agents aussi, et de leurs conditions de travail, donc des agents qui ont beaucoup donné ces derniers mois, donc de savoir comment les garder mobilisés là pour la période qui arrive. Et avec enfin donc la question du temps aussi, de l'articulation des temps, de la temporalité, avec la nécessité d'avoir des réponses très rapides aux besoins urgents, tout en gardant la perspective de plus long terme, donc pour répondre aux besoins évoqués tout à l'heure et pouvoir programmer donc de futurs projets. Voilà quelques questionnements peut-être pour lancer la discussion. Je vois que vous êtes assez nombreux. Oui, bonjour, Jacqueline Bellhomme, maire de Malakoff, conseillère métropolitaine. D'abord, je voudrais vous remercier pour ce café à Pur Café. Moi, c'est le premier auquel je participe et franchement, je trouve vraiment la démarche intéressante. Et j'ai suivi avec beaucoup d'attention tout ce que vous avez présenté, d'adaptation à la crise. Mais en même temps, je pense que beaucoup de villes ont déjà commencé. D'ailleurs, vous partez aussi de l'existant, hein. Des démarches, évidemment, que ce soit en termes d'aménagement, d'usage d'équipements, etc. Moi, je trouve qu'il manque quand même quelque chose, mais je sais en forme de questionnement, voilà, et sur laquelle je resterai sur ma faim, c'est que quand même, au final du final, à l'horizon 2030, les priorités, les échelles, les approches, les moyens, on voit bien qu'effectivement, en situation de crise, évidemment, les services publics, la proximité font la différence et donc sont très sollicités. Je pense qu'il manque quand même une question de manière globale, hein, excusez-moi de la porter comme ça, mais c'est sur la question des publics fragiles. On ne se pose pas la question de qui fabrique les publics fragiles, on ne se pose pas la question de qui produit les inégalités, qui produit la misère, la précarité, la pauvreté. Et je pense que si on ne se pose pas cette question-là, on passe quand même à côté de quelque chose, notamment dans une métropole comme la métropole du Grand Paris, où on est en densification permanente, où on continue évidemment, où vous prévoyez 350 000 habitants supplémentaires à l'horizon 2030. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce qu'il faut continuer comme ça? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour peut-être éviter qu'on se retrouve dans une situation où on ne sait plus gérer quoi que ce soit et que l'afflux des personnes continue à arriver et qu'on n'arrive plus à gérer aussi la précarité, notamment dans les villes et au niveau de la métropole. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre réaction, madame. Sur la question, effectivement, des publics et des besoins, c'est une question effectivement majeure. Nous, ce qu'on essaye de faire au niveau de la Pure, c'est de documenter le plus possible ces évolutions pour être précis justement sur les besoins, savoir quels sont les évolutions de population, quels sont les différents publics, quels sont les besoins quantitatifs, quels sont les besoins en termes plus qualitatifs. Après, sur ces questions peut-être d'ordre plus politique, je pense que c'est justement finalement d'autres réponses qui doivent être apportées. Parmi les contributeurs, j'ai vu que William Yon était présent, Isabelle Barraud-Serfati, donc personnes qui ont contribué au Paris Projet. Si vous souhaitez peut-être prendre la parole et intervenir. Bonjour. Merci pour la parole. Oui, non, c'est super et c'est un plaisir de voir que l'étude a pu trouver un deuxième temps avec l'analyse du contexte Covid. Je crois que vous avez réussi à poser énormément d'observations sur tout ce qui s'est développé sur les métropoles françaises depuis le printemps. Alors, il y a une chose, parce que évidemment, vous avez traité beaucoup de sujets, donc si on revient sur tout, il y en aura pour une demi-heure sur chaque intervention, mais il y a une sorte de point commun qui est comment
on est déjà sur des services urbains complexes, sur des métropoles complexes, et beaucoup des optimisations qu'on va rechercher du usage des bâtiments vont se heurter en fait à la création d'une nouvelle couche de complexité de gestion avec des acteurs multiples sur lesquels on a de plus en plus de mal en fait à identifier qui va être responsable de quoi. Pour donner un exemple, je crois dans une conférence, c'était un exemple assez parlant. Dans un cadre totalement privé du co-living autour de New York, j'ai souvenir quelqu'un nous a parlé de sa fille, je crois que c'était une autre conférence à Pure au mois de juillet, nous avait parlé de sa fille qui habitait à côté de New York dans une résidence gérée, et en fait tous les communs qui avaient un véritable intérêt, qui donnaient la valeur à ce lieu, ont été fermés du jour au lendemain au moment du Covid parce que le gestionnaire ne voulait pas prendre la responsabilité. Et finalement, on a une dégradation de service là où, au contraire, on espérerait, parce que tout le monde est sur place, parce qu'il y a du télétravail, parce qu'on utilise encore plus que jamais le logement, on aurait espéré une optimisation allant dans l'autre sens. Donc c'est vraiment sur la gestion de cette complexité et sur le fait que la résilience et donc la non-spécification, après ça c'est sur le bâti, pour ce qui va concerner plus les constructeurs et architectes, le fait de non spécialiser un bâti a plutôt tendance à coûter plus cher sur la durée que cette spécialisation. C'est-à-dire quand on fait un bâtiment qui a vraiment une fonction, on va pouvoir optimiser énormément de choses. La résilience a un coût. Donc ça, c'est quelque chose. Est-ce que cette résilience, elle est portée par un acteur qui est un peu transverse au niveau de la métropole? On imagine assez facilement la MGP. Est-ce que la MGP pourrait abonder sur des petits budgets, pas forcément porter tous les équipements à la place des communes, mais abonder sur un petit budget qui permette cette résilience, permette ce partage, permette de traverser une frontière, permette de gérer, ça peut être même un fonds de garantie si jamais il faut aider à la prise de responsabilité. Mais en tout cas, il manque un peu un acteur qui joue ce rôle de décloisonnement, de désilotage pour mieux porter ces équipements. Et le dernier point, je terminerai là-dessus, sur la réhabilitation qui a été évoquée vraiment sur la fin des interventions. On a théoriquement demain une annonce de l'Europe sur ce qui avait été évoqué par la présidente européenne, Ursula von der Leyen, qui parlait quand même de l'idée d'un deuxième Bauhaus, tellement le package européen dont la diffusion sur les aspects bâtimentaires est contraint au fait que les pays respectent des engagements sur la rénovation énergétique. L'échelle de la transformation des paysages urbains sur toute l'Europe pose la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à penser, une mise en cohérence? C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait accepter cette complexité, mais il faut aussi pouvoir la communiquer aux populations. Chacun va dire, mais pourquoi est-ce qu'on fait comme ça dans tel pays ou dans telle ville chez moi? La mise en cohérence ou la plateforme un peu de débat public, mais à une échelle peut-être XXL, pourquoi pas européenne, déjà nationale, ce serait très bien, mais de façon à bien avoir une sorte de clarté sur pourquoi est-ce qu'on fait comme ça à tel endroit, comme ça dans tel autre endroit. En tout cas, c'est une opportunité assez exceptionnelle de traduire dans le concret un certain nombre de points que vous avez soulevés ici. Merci, c'est vraiment intéressant, effectivement, là, ces compléments sur différentes entrées. Je pense que par rapport à des sujets compliqués et qui demandent vraiment pas mal de courage, notamment justement pour aller dans des choses plus peut-être, comment dire, sur les questions justement de réhabilitation et d'aller un petit peu plus loin dans ce qui se fait, peut-être d'avoir des échelons supplémentaires et d'avoir des orientations données au niveau national ou européen peut aider. Et après sur les coopérations, donc comme vous le disiez, il y a déjà des choses qui se font entre collectivités. Il y a certainement des enjeux qui se posent à l'échelle métropolitaine et qui pourraient donner lieu effectivement à des portages à cette échelle qui serait intéressant avec des prises en compte. Oui, bonjour Émilie. Merci pour cette présentation. Et puis, je saisis ton invitation à intervenir, peut-être juste parce que je trouve que la question de la ville de la proximité, c'est sans doute une bonne manière de réinterroger aussi cette question des équipements publics, avec peut-être la question qui est pas nouvelle, mais qui en tout cas est renforcée, de qu'est-ce qui doit se passer dans l'équipement public versus ce qui doit se passer dans l'espace public, en fait. Et cette idée de considérer au fond l'espace, qui soit à l'intérieur ou à l'extérieur, comme étant le lieu où peuvent se déployer un certain nombre de services publics liés d'habitude à des équipements publics. Voilà, donc en tout cas, c'est cette idée que la ville de la proximité, elle se joue peut-être pas seulement dans des questions de programmation ou de formes urbaines, mais bien aussi dans ce réinvestissement de l'espace public qui aujourd'hui est sans doute un des lieux où le maximum de choses sont rendues possibles en fait.
Ou comme une nouvelle frontière, pardon, pour le redire différemment, mais cette idée que l'espace public, me semble-t-il, devient investi de plein de nouveaux usages, peut-être équipé de plein de manières pour rendre possible des usages qui avant se passaient plutôt à l'intérieur des équipements publics que dans la rue. C'est vrai qu'en plus, dans le contexte de crise, on voit bien à quel point l'espace public a permis finalement d'accueillir tout un tas d'activités, d'usages, ne serait-ce que tout simplement parce qu'il était ouvert. Et là où on peut plus finalement investir des espaces fermés dans un contexte de crise sanitaire et de contact possible liés à la proximité physique. Donc on voit bien que là, c'était déjà des choses qui étaient très largement engagées, mais qui ont pris finalement une ampleur tout à fait nouvelle dans le contexte. Et donc, il pose la question par rapport à cette ville de la proximité, du rôle de chacun et de finalement comment les penser ensemble, ce que peut apporter finalement l'espace public par rapport à l'équipement, et qui pose aussi la question, en complément ce que tu dis, Isabelle, je pense, du seuil, c'est-à-dire vraiment le lien et même le seuil physique entre l'équipement, le lieu qui peut être fermé et utile pour certains usages, et puis l'espace public qui finalement est le lieu et accueille de plus en plus le support de plus en plus de choses. Bonjour. Donc Yann, j'appartiens au collectif WeShare. Je vais juste réagir par rapport à beaucoup de choses qui là ont été dites. En fait, quand j'entends parler en effet de la responsabilité, là on a entendu sur les espaces de co-living où il y a une question de responsabilité, où en effet on a fermé finalement les espaces communs par rapport justement à ces questions de responsabilité qui étaient à prendre. Moi je voulais apporter un autre élément qui va justement peut-être amener le besoin de la question juridique en fait et réglementaire tout autour de ces espaces qu'on a beaucoup présenté comme des espaces ressources en termes de mètres carrés. Ensuite, on a une approche en termes de temps pour l'accessibilité à cette notion de juridique qui doit accompagner, je pense, les réflexions autour de tout ce qu'on est en train de se dire sur les espaces et leur utilisation. Je vais prendre l'exemple très concret. Pendant le confinement, j'ai coordonné un centre dédié Covid dans le 19e arrondissement de Paris. On a voulu monter en urgence, du coup, c'était un projet qui était porté par des médecins de l'arrondissement, soutenu par la mairie et financé par l'ARS. On a voulu monter dans l'urgence un drive de test. Donc voilà, c'était l'un des premiers dans Paris. Et c'est posé la question toute bête des emplacements qu'on voulait utiliser, à savoir le trottoir devant la Fondation Rothschild, les places de parking et une partie de la chaussée. Et là, on s'est retrouvé confronté en fait, très rapidement à un imbroglio entre la ville, la préfecture, la fondation. Et donc voilà, sur en fait, tout simplement sur les quelques dizaines de mètres qu'on voulait utiliser. Et voilà, sur comment on pouvait gérer tout ça. Et donc, il y a quand même cette question-là sur notre capacité à utiliser des espaces un petit peu différemment, à réagir rapidement en temps de crise. On s'est retrouvé un petit peu dans un mur, à savoir que les réglementations font que il y a beaucoup d'intervenants en fait, sur ces espaces qui ont leur mot à dire, et que c'est pas forcément... c'était la préfecture qui pouvait décider de réorienter le trafic, de donner des accès. En même temps, il y avait la Fondation Rothschild parce que c'était devant chez eux. Il y avait la mairie. Et en fait, on n'avait pas forcément les bons interlocuteurs. C'était très compliqué en fait d'être réactif. Et voilà, donc c'est un petit peu cette question-là qu'on retrouve dans beaucoup de problématiques d'urbanisme. Et voilà, quand on voit la réhabilitation, les tiers-lieux, l'urbanisme transitoire, il y a toujours ces questions un petit peu juridiques et des responsabilités, mais je pense qu'elle est fondamentale. Ouais. Parce que je pense qu'il faut imaginer de nouveaux dispositifs pour que la gouvernance de ces espaces puisse être plus fluide et peut-être plus simple pour être réactive. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien posé, mais il y a un peu une idée comme ça. Oui, c'est effectivement un sujet qu'on a bien identifié, qu'on a essayé de travailler un petit peu dans ces deux études. Alors forcément, le sujet reste ouvert. Ce que l'on voit quand même, c'est qu'au travers justement d'exemples de projets en cours, ça nous permet de montrer justement ce qu'il a été possible de faire
et comment le droit peut être, alors évidemment il y a un certain nombre de limites, de contraintes, mais comment il peut être aussi un peu créateur. Il y a une intervention notamment de Michel Ronet de Chevreux Notaire dans le Paris Projet que je vous invite à lire, qui est très intéressante sur le droit, son adaptation et les évolutions à envisager. Surtout toutes ces questions-là d'adaptation, de flexibilité des espaces, de questions de gestion aussi. Effectivement, en tout cas, le fait de pouvoir justement se réinterroger des exemples existants et des projets comme celui que tu évoques, sur lesquels il y a eu finalement des blocages, sont importantes pour finalement poser ces enjeux et réfléchir à comment lever les blocages. Merci à tous. Merci. Merci à vous et à très bientôt.